lendemain, Alain Weinstein, bonsoir. Il faut parler du fantôme, voire au fantôme, et avec lui, dès lors qu'aucune éthique, aucune politique, révolutionnaire ou non, ne paraît possible et pensable et juste qui ne reconnaisse à son principe le respect pour ces autres qui ne sont plus, ou pour ces autres qui ne sont pas encore là, présentement vivants, qu'ils soient déjà morts ou qu'ils ne soient pas encore nés. Du jour au lendemain avec Jacques Derrida, qui publie Spectre de Marx chez Galilée. La première chose que j'ai faite, Jacques Derrida, c'est de me reporter à la page bibliographique du même auteur, et j'ai constaté que vous aviez publié une quarantaine de livres déjà, et plus des préfaces, des contributions, qui sont citées d'ailleurs dans la bibliographie et placées sur la même ligne presque que les livres. C'est important de laisser des traces écrites. Vous savez, quand on rassemble ces choses en fin de volume, on cède à un usage, un rite. Je ne sais pas si c'est nécessaire. Je ne sais même pas si c'est encourageant ou rassurant. Le sens que cela peut avoir, qu'on peut essayer de donner à cette espèce d'exhibition, c'est que peut-être le lecteur de cet ouvrage-ci pourrait essayer de reconstituer un trajet ou de se reporter à ceci ou à cela. C'est le sens aussi de quelques références que je donne dans le texte, à certains textes antérieurs, non pas pour monumentaliser quoi que ce soit, mais parce que quelquefois, cela permet de faire l'économie d'un développement, de renvoyer un fil qui court depuis longtemps. Donc voilà, c'est l'histoire qu'on se raconte quand on rappelle des choses antérieures. C'est une fable, quelquefois. Ça prend du sens, quelquefois. C'est absurde. Il reste qu'il y a beaucoup de livres quand même. Oui, je ne crois pas qu'il y en ait autant que vous l'ayez dit, mais enfin, ce sont aussi bien des livres que dans des livres, il n'y a que des livres cités là, que dans des livres, des essais ou des contributions à des choses collectives. Alors ce livre, Spectre de Marx, qui est publié chez Galilée, pour beaucoup, c'est une surprise, un événement que l'on n'attendait pas. Oserais-je dire que ceux qui sont surpris le sont précisément parce que certains de ces fils leur sont restés invisibles. J'y suis pour quelque chose, en effet, dans la mesure où, bien que le rapport, et je m'en explique dans ce livre, le rapport à l'œuvre de Marx, au marxisme, et à tout ce qui s'y lie en notre temps, ait été constamment à l'œuvre dans ce que j'avais publié, enseigné jusqu'ici. Il est vrai que, et je m'en explique aussi, ces références à Marx étaient très discrètes jusqu'ici. Pourquoi discrètes? D'une part parce que à l'époque où j'ai commencé à enseigner et à publier, une certaine forme de marxisme, de lecture de Marx, de référence à Marx, me paraissait, disons, dogmatique, appelait de ma part des questions, des réserves, dont certaines étaient proprement politiques. Inutile d'être trop éloquent là-dessus, dont d'autres étaient philosophiques, herméneutiques, philologiques même. Mais pourtant, je n'ai pas non plus objecté à Marx. Dans cette période de long silence, j'ai toujours pris soin de ne pas rejoindre
le cœur de ceux qui, disons, s'en prenaient d'un bloc à la référence marxiste. D'où un certain embarras d'ailleurs et silence qui sont peut-être plus sensibles dans les choses publiées que dans l'enseignement où je me suis souvent référé à Marx, j'ai même fait des séminaires sur Marx. Donc ce livre essaie de répondre avec un certain retard à ceux qui s'étonnaient de cette réserve qui n'était pas négative, qui n'est pas simplement négative. Et vous notez l'influence du marxisme, notamment sur la déconstruction. Oui, c'est plus qu'une influence. J'essaie d'expliquer pourquoi ce qu'on appelle la déconstruction n'aurait pas été possible, n'aurait eu aucun sens, dans un espace où le marxisme n'avait pas déjà laissé un grand nombre de marques. Je crois que, et j'essaie de l'expliquer plus abondamment que je ne peux le faire ici, je crois que la déconstruction a tout de suite été, je ne dirais pas post-marxiste, c'est un mot équivoque, mais en tout cas éclairée au moins directement par un travail fait au nom du marxisme. Les dates peuvent l'attester. Quand j'ai commencé à parler de déconstruction, les marxismes avaient été déjà dominants, étaient encore dominants, je dois dire, en France en tout cas, même dans le milieu où j'enseignais, où je travaillais. Cela explique, je crois cela expliquerait à ceux que la chose intéresse, toute cette stratégie plus ou moins calculée, plus ou moins active ou passive, cette stratégie d'un rapport sans opposition à Marx, mais réservé. Alors, ce livre est une occasion pour moi de répondre plus directement, aujourd'hui dans des situations différentes, à ces questions que j'ai laissées longtemps suspendues. Donc, Spectre de Marx est un livre tardif sur Marx, mais qui ne correspond pas à un ralliement tardif au marxisme. Non, ce n'est pas un ralliement au marxisme. Tardif, oui, tout cela suppose évidemment, dès qu'on parle de retard ou d'avance, suppose qu'on pense avoir la mesure du temps, de la succession, des enchaînements. Or, comme vous l'avez probablement vu, un des motifs de ce livre, c'est justement l'anachronie, une certaine intempestivité qui règle tout dans ce livre. Et de même que probablement mon silence ou ma réserve était intempestive, en tout cas en rupture ou en désaccord avec ce qui était dans l'air du temps et dominait il y a quelques décennies, de même aujourd'hui, et sans coquetterie, mais parce que je crois à la nécessité de ce geste, de même aujourd'hui, il y a un certain retard que d'autres pourraient interpréter comme une avance, je ne sais pas, en tout cas une certaine intempestivité à ce geste sur Marx aujourd'hui où, plus que jamais, on croit avoir fermé la parenthèse marxiste. Vous parlez de la vertu politique du contretemps. Oui, c'est un risque. La vertu n'est jamais assurée. Le contretemps peut être une vertu politique, ça peut aussi être une catastrophe politique. Alors je rêve d'un contretemps opportun, d'un contretemps qui, sans opportunisme, soit ajusté à un appel du temps, non pas du temps présent, mais de quelque chose qui, dans le présent, n'est pas présent. Ce motif de la disjonction à l'intérieur du présent et du présent vivant, même dans le passage que vous avez lu tout à l'heure, ce motif de la disjonction à l'intérieur du présent vivant, de la non-contemporanéité en quelque sorte du présent lui-même, est la loi de ce texte et de ce que j'essaie de lire chez Marx ou dans l'espace de notre aujourd'hui. En tout cas, vous prenez soin de préciser dans la présentation du livre que, en l'écrivant, vous n'avez pas cherché à faire plaisir à quelqu'un. Non, j'imagine que personne, en tout cas, pour autant qu'on peut le calculer, que personne ne peut recevoir ce geste avec reconnaissance.
ne peut s'y reconnaître. Ni les marxistes, encore que je ne crois pas qu'on puisse rassembler les marxistes sous un concept homogène. Ni en tout cas les marxistes qui continuent de croire à l'avenir du texte et de l'injonction de Marx, ni ceux qui, encore plus je dirais, qui croient que Marx, le marxisme est mort et que tout retour, tout réveil là est, disons, scandaleux. Donc j'imagine que ça ne peut faire plaisir à personne, mais comme je me le demande quelque part, est-ce qu'on écrit pour faire plaisir? Maintenant, les choses sont peut-être plus compliquées. Quand on se fait plaisir à soi, peut-être, non? Sans doute, pour une part, c'est une chose très compliquée, le plaisir qu'on se destine à soi-même, mais il est impossible d'en faire abstraction, bien sûr. Ce livre, Spectre de Marx, Jacques Derrida, qui paraît chez Galilée, une conférence prononcée au cours de 2 séances en avril 1993, il n'y a pas très longtemps, à l'Université de Californie. Oui, c'est ça, c'était l'occasion dont je parlais tout à l'heure. Dans une occasion se croisent toujours l'aléa et la nécessité. Sans cette occasion, peut-être n'aurais-je jamais écrit ce livre sous cette forme-là. C'était un colloque international. Oui. Alors, quelques mots sur cette occasion. Il s'agissait d'un colloque international organisé par un collègue de l'Université de Californie. J'enseigne toujours pendant 1 mois près de cette université, non pas celle-ci, mais près de cette université. Ce colloque international portait pour titre, en anglais, Whither Marxism, ce qui jouait sur le mot whither, qui veut dire où, en direction de quoi, où va le marxisme aujourd'hui, et puis whither avec une autre orthographe fait signe vers le dépérissement, ce qui se fane, ce qui meurt. Est-ce que le marxisme est mourant? Où va le marxisme? Est-il mourant? Et ce colloque a été international, et je dirais qu'il faisait appel à des philosophes, théoriciens, politologues, économistes, venus à la fois de l'Occident, des États-Unis, d'Europe, mais aussi des pays communistes ou anciennement communistes, d'Europe de l'Est, de Chine, pour un débat, donc, en effet, sur cet avenir ou dépérissement possible du marxisme. Et il m'avait été demandé, par les collègues qui organisaient ce colloque, de l'ouvrir. La demande était un peu insolite. C'était une sorte de provocation à mon égard et à l'égard des autres. J'ai beaucoup hésité, pour des raisons que vous comprendrez facilement, avant d'accepter. Et puis finalement, j'ai, comme si je m'exposais au hasard, j'ai décidé d'accepter. Et à ce moment-là, la nécessité a croisé ce coup de dé, disons, parce que d'une part, j'ai retrouvé, et je pense que c'est sensible pour ceux qui veulent bien me suivre un peu, un certain nombre de motifs qui me travaillaient, qui me faisaient travailler depuis longtemps. On en reparlera peut-être tout à l'heure, celui du deuil, du fantôme, parce que le fantôme est un personnage qui revient, en revenant de mes textes, il y en a partout depuis très longtemps, un certain nombre d'autres motifs associés à celui du travail du deuil, de la spectralité, et puis nécessité aussi du présent, entre guillemets, de l'analyse politique que je pouvais tenter de ce qui se passe aujourd'hui, de façon très aiguë dans l'acuité de l'aujourd'hui, au regard du
de Marx. Donc du discours dominant aujourd'hui. C'est cela. Alors, discours dominant que j'ai cru percevoir, je pense que ce n'est pas très original, que j'ai cru percevoir comme un discours qui se précipite de façon à la fois jubilatoire, jubilante et angoissée. On peut voir ces deux signes rassemblés dans les mêmes discours, les mêmes gestes. Un discours qui se précipite vers l'enterrement de Marx et de tout ce qui s'associe à ce nom, à cette œuvre et à l'histoire de ce nom et de cette œuvre. Et il m'a semblé possible d'interpréter cette agitation frénétique, éloquente, insistante, comme un des symptômes du travail du deuil. C'est un travail du deuil non pas individuel, mais planétaire, quasiment planétaire. C'est ce que Freud appelle la phase triomphante. Voilà, il y a, en tout cas dans les schémas les plus massifs du discours de Freud au sujet du deuil, il y a ce schéma selon lequel le deuil, quand il ne se déroule pas normalement, passe par une phase, et quelquefois d'ailleurs même dans une façon plus ou moins potentielle dans sa normalité, passe par une phase triomphante, qui consiste pour le survivant à, au fond, se féliciter de ce que l'autre aimait, regrettait, célébrait, est mort, bien mort, et d'être soi-même survivant. C'est ça la jubilation, avec une sorte d'érotisation dans l'approbation de la vie en soi. Alors, il se trouve que dans les textes antérieurs, ce schéma freudien, j'ai essayé de le compliquer, d'en faire apparaître certaines difficultés, certaines limites, notamment quant à ce que Freud considère comme le deuil normal. Je ne crois pas qu'il existe un deuil normal. Bon, ça nous entraînerait peut-être un peu trop loin de ce propos-ci, mais en tout cas, compte tenu de ce que j'avais risqué sur la théorie freudienne du deuil, sur ses limites, sur ses contradictions, j'ai essayé sinon de l'appliquer, du moins d'en reconnaître certaines lois, à l'échelle donc de la scène politico-économique, de la pulsion politique, disons, et de ses représentations dans le monde d'aujourd'hui. Voilà, parce qu'il faut peut-être s'arrêter un instant sur ce que nous dit ce discours dominant aujourd'hui. Il nous dit Marx est mort, le communisme est mort, vive le capitalisme, vive le marché. C'est cela. Ce qui frappe, n'est-ce pas, c'est que aujourd'hui, à droite comme à gauche, on n'ose plus élever la voix contre le capitalisme. Hein. On ne peut plus murmurer contre le libéralisme économique, contre le libre-échange, etc., etc. Bien que, et c'est pourquoi dans son intempestivité, j'espère que ce livre quand même s'accorde avec déjà un contre-murmure. Hein. C'est-à-dire que dès maintenant, et depuis peu de temps, 1 an, 2 ans, tout au plus, on commence déjà à se dire attention, c'est pas si simple, le capitalisme c'est pas le nouveau paradis, etc., etc. Et simplement ce contre-murmure est resté jusqu'ici intimidé, est resté paralysé par le triomphe qui, après la chute des régimes de l'Est, après la chute du mur de Berlin, est devenu tout d'un coup interdicteur. Si vous voulez, si on simplifiait à l'extrême un geste comme celui que je tente ici, sans même parler du contenu, des lectures de Marx, des choses un peu plus, j'espère un peu plus raffinées que ce que je vais dire, si on voulait simplifier à l'extrême, disons qu'il s'agirait du geste de quelqu'un qui, se trouvant dans une société, dans un groupe, dans un salon même, où personne n'ose dire il y en a marre, hein, où j'ai envie d'enlever ma veste, mais je peux pas, et le geste qui consiste à dire moi je vais le faire. Et à ce moment-là,
les gens qui avaient envie de faire ce geste, donc de protester contre une interdiction trop pesante et même terrorisante, terrifiante, s'y reconnaissent et le font très vite à leur tour. Ce qui fait que je n'ai pas été trop surpris, je dois l'avouer, de voir que, au fond, ce geste-là déjà a rencontré plus de signes de reconnaissance qu'on aurait pu le croire en raison de malgré son intempestivité. Donc il s'agit de lever un interdit, au fond, de faire quelque chose qui ressemble à une grosse incongruité et qui peut-être délie les langues. Après, on verra. Oui. Et de rappeler donc, face au discours dominant jubilatoire, Marx est mort, vive le capitalisme, que jamais la violence, l'inégalité, l'exclusion, la famine et donc l'oppression économique n'ont affecté autant d'êtres humains dans l'histoire de la Terre et de l'humanité. Oui, c'est une formule qui peut paraître hyperbolique, mais et à la perception et à l'analyse chiffrée, je prétends qu'elle est juste, qu'elle est exacte, cette formule. Jamais, en effet, autant qu'aujourd'hui, chiffres en main, on peut le dire, tant d'êtres humains ont été affamés, mourant de faim, crevant sous la loi du marché. Alors je me réfère à un certain nombre de faits massifs, les effets de la dette extérieure, et puis alors les mouvements de population, d'exode. En chiffres absolus, il n'est pas excessif de parler de l'histoire de l'humanité, de l'histoire de la Terre. Alors là, ça suppose évidemment une sorte de macroscopie, qu'on prenne du champ. Je pense qu'il faut prendre du champ pour voir dans la macro-analyse ce qui se passe aujourd'hui, et de ce point de vue-là, la célébration de ce que certains appellent le nouvel ordre mondial paraît indécente, obscène, et il est difficile pour quiconque s'intéresse à la chose politique de s'y associer. Donc c'est un mouvement d'indignation. Il y a en effet dans ce livre un mouvement très simple aussi d'indignation ou d'insurrection contre ce qu'on veut nous faire croire. Et donc il faut au contraire crier la réalité, oui. Et au lieu de célébrer la fin des idéologies et de chanter l'avènement de l'idéal de la démocratie libérale et du marché capitaliste. Oui. Alors ensuite, je suppose que nous aurons le temps de compliquer un peu les choses, parce que ça n'est pas simplement un discours contre le capital. Il n'y a pas un capital, il y a des capitaux, des capitalisations, des systèmes. Le capitalisme, c'est pas simplement le capital. Donc, il ne s'agit pas de dire, là nous avons entendu quelques leçons quand même, de dire bon, on va détruire le capital et puis ou le marché et tout ira bien. Il s'agit de se préparer, parce que ce sera un travail, une lutte à la fois rapide et lente, de se préparer à un autre type de critique sociale, de critique politique, de critique de l'état actuel de la démocratie, etc., etc. Voilà, il s'agit simplement de se préparer. Et pour en revenir à Marx, aucune dénégation ne parviendra à se débarrasser de tous les fantômes de Marx. Vous me demandez si on parviendra à se débarrasser. Je ne propose pas qu'on se débarrasse des fantômes de Marx. Non, mais vous dites qu'on n'y parviendra pas. Non, je crois qu'on n'y parviendra pas. Je crois que c'est pas possible, et je crois qu'il ne le faut pas. Alors, il y a naturellement derrière tout cela une réélaboration, réévaluation du concept de fantôme, de spectre. Il est évident que tout ce que je dis là suppose une critique, une déconstruction, disons, du motif de la spectralité partout où on y fait référence. Ce qui suppose beaucoup de choses. Ça suppose non seulement qu'on cesse de penser que le spectre, ça n'est rien, mais aussi qu'on s'intéresse à ce que Marx lui-même a pensé du fantôme. Et là, il y a dans ce livre, c'est passé, ça risque de passer inaperçu, mais il y a dans ce livre aussi une critique que je tiens pour non moindre d'un certain Marx, d'un certain traitement classique
que Marx a fait de la spectralité. Le texte de Marx, à mes yeux, est évidemment au moins double là. Et l'axiome qui me guide, c'est que l'héritage, en général, c'est un livre sur l'héritage, hein, sur ce que veut dire une génération. Nous sommes tous des héritiers de Marx, oui. Du marxisme. L'héritage ne consiste pas à recevoir un donné, mais toujours à l'interpréter et à choisir, à filtrer, à sélectionner. Et là, en tant qu'héritier de Marx, que nous sommes tous, nous avons à faire autre chose qu'à simplement approuver ou désapprouver, recevoir ou rejeter, mais à relire au sens non seulement théorique du terme ou philologique du terme, à relire, à réinterpréter. Et là, quant au fantôme et quant à tout ce qui s'y associe, il y a chez Marx une posture à la fois très classique, que je questionne, et en même temps inédite, inaugurale par rapport à beaucoup d'autres discours, et qui m'importe, qui m'intéresse pour ce que je pense on pourrait en faire aujourd'hui. Ça ne s'entend pas forcément à la radio, Jacques Derrida, mais Spectre de Marx, pour reprendre le titre de votre livre qui est publié chez Galilée, c'est un mot écrit au pluriel. Oui. Alors, j'enchaîne aussitôt sur ce que je viens de dire. D'une part, parce qu'il y a les spectres de Marx, c'est-à-dire Marx revenant, et revenant sous diverses formes. Donc il y a un spectre de Marx pour nous, dont je pense qu'il vaut mieux ne pas trop le suivre, et puis il y en a un autre qui m'importe et qu'on ne peut pas faire taire, et dont l'injonction doit continuer d'être entendue de nous. Alors il y a donc les spectres de Karl Marx. Et puis il y a pour Marx, dans le texte de Marx, et pour Karl Marx, pour Karl Marx, une multiplicité de spectres, de fantômes, de revenants, que j'ai essayé sinon d'identifier, du moins de suivre dans leur déplacement à travers tous ces textes. Et j'étais très frappé, je le pensais déjà, mais à la relecture plus récente de certains textes, j'étais frappé par la foule de fantômes revenants, de phénomènes de hantise, n'est-ce pas, à partir desquels Marx pense et parle. Ce ne sont pas simplement des références aux fantômes, ce ne sont pas chez lui simplement des ornements rhétoriques ou poétiques. Souvent, ils construisent la logique même, ils déterminent la logique même de sa démonstration économique, sa critique de l'idéologie, ses polémiques. Et là, j'ai proposé, à travers différents textes, notamment l'idéologie allemande, mais aussi le 18 Brumaire, mais aussi le Capital, j'ai proposé de suivre cette logique des spectres de Marx. Naturellement, j'y étais aidé, entre autres choses, par certaines références qui est faite à Shakespeare. C'est aussi un essai sur Shakespeare, ce livre, en particulier sur Hamlet, et non seulement sur Hamlet, sur Simon d'Athènes. Donc, spectre de Marx au pluriel, ça veut dire que Marx lui-même est un spectre pluriel pour nous, est une série de spectres, disons, et puis que pour lui, pour des raisons qui restent à analyser, dont certaines sont proprement logico-politiques dans son texte, dont d'autres peut-être envoient une psychanalyse de Marx lui-même, je ne sais pas. Pour lui, il y avait une explication interminable avec les fantômes. Et naturellement, un des lieux privilégiés pour cette reconnaissance des fantômes chez Marx, c'est la polémique avec Stirner dans l'idéologie allemande,
dont vous savez qu'elle a une histoire textuelle très compliquée. Enfin, c'est un texte qui n'a été édité, reconnu, étudié que assez longtemps après la mort de Marx. Alors là, j'essaie d'associer à ces prises de position un peu massives dont nous parlons tout à l'heure, une lecture plus patiente et plus problématisante, disons, de certains textes de Marx dont je me suis approché de plus près. Il y a un texte que vous n'avez pas cité tout à l'heure, c'est le manifeste du Parti communiste, et vous rapportez que vous l'avez lu après avoir choisi votre titre. J'aurais dû commencer par là, oui. Je ne l'ai pas, non, je l'avais lu il y a longtemps, mais je me suis rappelé, en effet, ceci peut-être plus qu'une anecdote, j'avais choisi le texte pour cette conférence, j'avais envoyé le titre à ce collègue avant même en me mettant au travail, que le premier mot, en effet, du manifeste, le premier nom du manifeste, c'est Gespenst. Un spectre entre l'Europe, le spectre du communisme, c'est le premier nom du manifeste. Donc c'est comme dans Hamlet, alors. Ça commence par un spectre. Voilà, alors Hamlet, que là aussi j'ai beaucoup retrouvé, remédité à cette occasion-là. Hamlet, c'est à la fois la mise en scène de ce livre, tout part de Hamlet, tout y reconduit tout le temps, et d'une certaine manière, tous les fils du livre sont shakespeariens, d'une certaine manière. Alors, dans Hamlet, en effet, l'ouverture, c'est non pas l'arrivée du père, de l'esprit du père de Hamlet, mais c'est l'attente de sa réapparition. Le revenant, le spectre, c'est quelqu'un qui revient, qui arrive d'abord pour la seconde fois. Donc on attend sa réapparition. Et les témoins, donc Marcellus, Horatio, etc., se demandent s'il va revenir. Ils sont naturellement sur une terrasse, comme on sait. Je joue avec les textes de Valéry aussi, qui interprètent le devenir de l'Europe, l'histoire de l'Europe à partir de cette scène shakespearienne. Ils attendent donc le retour du spectre. Et une des questions de Hamlet, qui m'a beaucoup retenu, c'est la question qui concerne le visage du père. Il demande avec angoisse si les témoins ont pu identifier son père en croisant son regard. Est-ce qu'il avait la visière levée ou non? Autrement dit, est-ce qu'on pouvait voir les yeux du père, de qui voyait, du revenant, et du revenant qui est aussi le père, qui est aussi celui par rapport à qui on est essentiellement un héritier, et l'héritier d'une injonction, à partir d'un tort, l'injonction de réparer un crime. Et ce que j'appelle l'effet de visière, qui aussi est un leitmotiv du livre, l'effet de visière, c'est cette situation où on se voit vu sans pouvoir voir qui nous regarde, à travers la visière et l'armure. Le fantôme est sous armure, à travers d'où les questions de Hamlet. Est-ce qu'il avait son armure, est-ce qu'il avait sa visière levée ou non? Derrière la visière, le regard vous observe, mais vous ne pouvez pas le voir, ou en tout cas identifier. Un doute reste toujours quant à l'identité du fantôme. On ne peut toujours, cette identité du fantôme comme celle du père, Freud a beaucoup insisté là-dessus, cette identité doit être reconstruite logiquement, c'est l'objet d'une inférence logique, d'un raisonnement et non pas d'une perception. D'où cette dissymétrie, qui est la loi de l'héritage, de la spectralité et de l'injonction, la loi de la loi, qui nous met en situation d'hétéronomie. Nous recevons un ordre de quelqu'un qui nous voit, qui nous regarde, ça nous regarde, mais nous sommes responsables devant cet autre qui nous regarde, mais sans qu'on puisse, de façon symétrique et synchronique, croiser son regard. Alors la loi d'anachronie, d'intempestivité,
et de dissymétrie trouve à se confirmer dans cet effet de visière que j'analyse dans Hamlet, mais dont on peut retrouver les conséquences, les effets réguliers à travers toute une série de phénomènes, qu'ils soient politiques, éthiques, économiques, idéologiques, etc. Et quant à Marx, l'expérience du spectre lui aura permis de penser et d'écrire une certaine dramaturgie de l'Europe moderne. Oui, il a représenté l'ensemble des puissances européennes de l'époque, y compris la papauté, la Sainte Alliance, comme une sorte de conjuration pour tenir le spectre du communisme en respect. C'est-à-dire tous ces États, ces chefs d'État, laïcs ou non laïcs, démocratie république ou monarchie, pris de panique devant l'avenir du communisme, devant le communisme qui déjà s'annonce, se rassemblent, prêtent une sorte de serment, et j'essaie de suivre le thème du serment aussi bien dans Hamlet, dans beaucoup de textes de Shakespeare, et chez Marx aussi, se prêtent une sorte de serment, comme le font les conjurés, pour exorciser le danger du communisme, ce qui déjà s'appelait le communisme. Alors évidemment, il y a une grande force de l'analyse de Marx ici, quant à l'appel à cette hantise, et je crois que cette force tient au fait qu'il analysait à la fois des conjurations, des alliances politiques, économiques, mais aussi des inconscients, mais aussi du deuil, etc., etc. Mais en même temps, évidemment, Marx espère bien, et ça c'est une des questions, espère bien que une fois que le communisme sera réalisé, présent, vivant, eh bien, il n'y aura plus de spectre. Et là, évidemment, c'est là que la logique que j'essaie de suivre n'est plus simplement ou strictement marxienne, puisque je crois que la spectralité ne disparaît jamais, ne doit jamais disparaître d'une certaine manière. Et donc chez Marx, dans l'espérance d'une présence pleine, n'est-ce pas, du vivant comme tel, il y a un exorcisme aussi. C'est un exorcisme contre exorcisme, si vous voulez. Et j'essaie de suivre cette logique de la conjuration, de la contre-conjuration dans toute cette histoire politique. Ce que vous dites, Jacques Derrida, c'est que si vous parlez longuement des fantômes dans ce livre, c'est aussi au nom de la justice. Une justice pas encore là, pas présente, et qu'on ne pourra jamais réduire au droit. Oui. Le droit, c'est-à-dire l'histoire des concepts juridiques, des représentations juridiques, c'est quelque chose d'irréductible sans doute, mais de déconstructible. C'est-à-dire que ça se transforme, ça peut se critiquer, même les droits de l'homme ont connu une histoire qui n'est pas terminée et qui les a largement compliqués, déterminés, enrichis. Donc le droit qui suppose le calcul, qui suppose des sujets, qui suppose des représentations, c'est quelque chose d'indispensable, mais déconstructible. La justice ne se réduit pas au droit. Alors le mot de justice, évidemment, n'est peut-être pas le meilleur mot pour désigner cet excès d'une exigence par rapport au droit. Le fait l'exigence juridique ne suffit pas. Mais dans ce contexte, j'essaie d'expliquer pourquoi ce mot de justice me paraissait au fond assez clair, pour marquer l'inadéquation de toute juridicité, de tout droit, à une exigence infinie de justice qui était par définition infinie, c'est-à-dire qui se règle constamment sur la singularité de l'autre. Là où cette singularité ne peut pas donner lieu à des normes, en tout cas ne peut pas s'épuiser dans des normes, des codes, des constitutions, et exige, et c'est pourquoi le thème de la justice est inséparable de celle de l'urgence, de l'injonction, et donc d'une certaine révolution, exige que on mette constamment en question
le droit, sans anti-juridisme, on met constamment en question le droit, au nom d'une justice toujours insatisfaite. Alors, ce que vous avez, le passage que vous avez cité au début me permettrait peut-être de rendre cette chose un peu moins obscure. Au fond, quand nous nous sentons responsables, du point de vue moral ou politique, il va de soi que nous nous sentons responsables au-delà du présent vivant. Si nous nous intéressons à ce qui se passe dans le monde du point de vue politique aujourd'hui, c'est parce que ce qui se passera au-delà de notre vie, de notre génération, compte. Il n'y a pas d'exigence de justice qui ne se porte au-delà du vivant comme tel, du présent vivant comme tel et de la génération. Par conséquent, cette dimension qui porte le présent au-delà de lui-même et la vie, le présent vivant au-delà de lui-même, marque cette inadéquation dont je viens de parler. Et un autre fil qui nous reconduit à Hamlet, c'est celui-ci. Et j'aurais du mal à le reconstituer en détail parce que ça passe par des lectures de Blanchot, de Heidegger, d'Anaximandre, etc. C'est que le droit suppose toujours la reconstitution ou la restitution, la réparation, et donc une certaine réadéquation à partir d'un tort, d'un manque ou d'un crime. Ce dont se plaint Hamlet, c'est d'être né, comme il dit, to set it right, pour corriger, pour rectifier. Donc c'est la justice comme droit, comme châtiment, comme sanction. Et on rêve toujours d'une justice qui ne se limite pas à ce droit, c'est-à-dire une justice qui ne consiste pas simplement à réparer un crime, à châtier, etc., mais une justice qui appartient plutôt à l'expérience du don qu'à celle de la réparation, de la restitution, de la reconstitution. L'inadéquation et l'expérience de la justice. La justice est toujours une demande infinie. On ne peut jamais être sûr d'être juste, d'avoir fait justice ou rendu justice. On peut être sûr d'être dans son bon droit, on peut être sûr d'avoir répondu à une norme juridique, d'avoir calculé le droit. On ne peut jamais être sûr de calculer le juste, et c'est cette différence qui m'importe et qui introduit cette dislocation qui fait tout travailler dans ce propos. Nous nous retrouvons demain soir, Jacques Derrida, autour de votre livre Spectre de Marx, qui paraît chez Galilée. Du jour au lendemain, Yann Parentoen, Marie-Ange Garando, François Poirier, Alain Vensten. Bonsoir. Faire rêver. Posloucháte France Culture. Écoutez, vous êtes sur France Culture. Du jour au lendemain, Alain Vensten, bonsoir. Ils sont toujours là, les spectres, même s'ils n'existent pas, même s'ils ne sont plus, même s'ils ne sont pas encore. Nous retrouvons ce soir Jacques Derrida, qui publie Spectre de Marx chez Galilée. Au cœur de Spectre de Marx, Jacques Derrida, l'analyse de ce phénomène, la hantise. Oui, c'est une expérience, est-ce une expérience?
En général, on appelle expérience la rencontre, la perception de ce qui est présent, réellement, actuellement présent. C'est même comme ça qu'on définit la perception et souvent l'expérience. La hantise nous rapporterait à, je n'ose pas dire quelque chose ni quelqu'un, à quelque, entre quelqu'un et quelque chose, qui n'est pas présent en chair et en os, et qui pourtant s'adresse à nous, nous parle, nous hante, nous occupe, nous habite, sans qu'on puisse lui assigner justement de forme présentable. Donc l'explication avec la hantise, c'est l'explication avec la présence du présent. Donc partout où cette valeur de présence, de présentation est problématique, le problème de la hantise se pose. Donc cette réflexion sur la spectralité, d'une certaine manière, déborde en principe l'exemple de Marx. Quelque urgence, quelque ampleur qu'est la question du marxisme, ce qui m'a intéressé, c'était de déployer à cette occasion une logique de la spectralité, justement, dont les limites ne sont pas assignables. Et donc de continuer à méditer sur ce que présent veut dire, sur ce que présent vivant veut dire. Le concept de présent vivant est un concept majeur dans la phénoménologie husserlienne. Et ce n'est pas par hasard que dès le début, j'ai mis cette lecture de Marx, qui n'est pas seulement une lecture philologique, cette explication avec Marx, sous le signe d'une explication avec la phénoménologie, le présent vivant, la valeur dominante du présent comme présent vivant. Le champ l'expérience, entre guillemets, de la hantise est sans limite. Un des lieux que j'ai privilégié, au-delà donc de la lecture de Marx, c'est par exemple la question des médias aujourd'hui. Il va de soi que le déploiement massif et accéléré de la technique, les télétechnologies, loin de rompre avec les formes traditionnelles de la hantise, le fantôme, les manoirs, le spiritisme, etc., développe d'une certaine manière une expérience de la spectralité, liée, comme le nom l'indique, à l'image, une image dont on ne sait pas si elle est présente ou absente, etc. Donc c'est aussi, de ce point de vue-là, je le dis entre parenthèses, une réflexion critique sur ce qui lie le médiatique au politique, à travers une prise en compte de cette logique de la spectralité. Alors la hantise, c'est aussi naturellement le deuil, c'est aussi le retour du mort, ou l'annonce du retour imminent du mort. Et j'avais essayé longtemps auparavant, dans d'autres textes, de marquer que le travail du deuil, dont nous avions parlé hier, que le travail du deuil, c'est-à-dire l'explication avec la hantise, n'est pas une forme parmi d'autres de travail, que tout travail comporte un travail du deuil, c'est-à-dire idéalisation, intériorisation du mort, introjection, incorporation, etc., etc. Et si tout travail implique une certaine spectralisation, cela doit conduire à interroger à nouveau frais, par exemple, le concept de travail ou de production, qui joue, comme vous le savez, chez Marx, un rôle déterminant, d'où analyse de la marchandise, du fétichisme, et de l'idéologie, à partir de cette logique spectrale. Et d'un travail du deuil qui est partout. Il n'y a pas de travail qui ne soit pas, d'une certaine manière, travail du deuil. Donc ça suppose une réélaboration, une généralisation du concept psychanalytique et freudien du travail du deuil dont nous avons parlé hier.
C'est un peu l'ambition de ce livre. Je n'ose pas dire au-delà de son exemple, de son occasion marxiste, néanmoins à travers Marx, qui a aussi été un penseur de la technique des médias. Et il faut lui rendre cette justice, que très tôt, il a compris mieux qu'aucun penseur, je dirais, jusque-là, la mondialisation de l'économie, la technologie, les médias, l'effet de la presse sur l'espace politique, etc., etc. Donc, à travers Marx, essayer de prendre en compte cette spectralisation générale dont le développement des médias nous donne un exemple privilégié et particulièrement urgent, je dirais, pour notre réflexion aujourd'hui. Cette logique de la hantise, vous en avez fait une catégorie que vous nommez l'anthologie. Oui, j'espère que ce n'est pas trop ludique. Ça m'a paru nécessaire parce que ce jeu de mots formalise au fond autant qu'il le faut, me semble-t-il, la nécessité d'opposer le spectre, de distinguer le spectre du présent, de l'être comme être présent, c'est-à-dire ontos, hein, l'ontologie, sous toutes les formes qu'elle a pu revêtir dans son énorme histoire, est aussi, par définition, disons, la logique de l'étant comme présent, hein, ontos. Hein. Et donc, l'ontologie se distingue, de ce point de vue-là, ou met en question l'identité à soi du présent, dont nous avons parlé déjà hier, n'est-ce pas ? Dans le présent, il y a une discordance, une inadéquation, une disjonction, c'est le out of joint de Hamlet, il y a une disjonction qui fait que le présent ne peut se présenter comme tel qu'à travers une certaine ouverture spectrale. Hein. Donc l'anthologie est d'une certaine manière non pas l'opposé terme à terme de l'ontologie, mais ce à partir de quoi une ontologie et une question ontologique peuvent se déterminer. Elle est plus ample et plus puissante que l'ontologie. Elle est plus puissante. Je ne voudrais pas la déterminer en termes de force, parce que justement, il y va aussi de la force et de la faiblesse. Elle est d'une certaine manière plus faible. Le spectre est très faible. Il est à la fois plus puissant que le présent vivant, et en même temps, il est en état de faiblesse absolue. Il n'est pas vivant, d'une certaine manière, il n'est pas en chair et en os, et donc il ne résiste pas. Et c'est au nom de cette faiblesse infinie du spectre que l'appel de la justice résonne. Nous nous sentons responsables devant des spectres, c'est-à-dire devant des êtres, entre guillemets, qui ne sont même pas des êtres, qui sont sans défense, qui sont morts, que nous portons nous comme morts, ou qui ne sont pas encore nés, qui sont donc absolument vulnérables et absolument impuissants. Et la justice, s'il y en a, et qui se distingue du droit, c'est une responsabilité, nous appelle à la responsabilité devant ces impuissants-là, ces impuissances-là. Donc je ne dirais pas que l'ontologie est plus puissante, bien qu'elle résiste. Elle résiste comme la faiblesse à la plus grande force. Parler de hantise, Jacques Derrida, comme vous le faites dans Spectre de Marx, donc ce dernier livre, dont c'est l'un des maîtres mots, c'est parler à la fois de mémoire, d'héritage, de génération. Oui, évidemment, la hantise, au sens courant, serait donc l'expérience d'un fantôme, d'un revenant, d'un spectre, mots qui n'ont pas exactement la même valeur. J'essaie de les distinguer dans le texte de Marx. En tout cas, l'expérience d'un revenant qui est déjà passé, qui est déjà mort, et devant lequel il n'est pas possible de fuir, dont il n'est pas possible d'éviter ni le regard, ni l'injonction.
il nous précède, nous sommes précédés. Et cette situation-là est la situation de l'héritier. De quelque manière qu'on tourne les choses, même si l'héritier est plus puissant ou capable de penser mieux que celui qui vient avant, le fait est qu'il vient après. Et dès lors, il ne peut que le dénier, il ne peut éviter cette situation que par la dénégation. Et même quiconque dénie l'héritage est encore un héritier. La dénégation d'héritage est encore un symptôme d'héritage. Par contre, nous sommes les héritiers de Spectre. C'est une chose qui peut se démontrer de façon aussi, de bon sens. Quand nous parlons d'héritage, eh bien, c'est que nous nous rapportons à des vivants qui ne sont plus vivants et qui nous laissent une langue, une culture, des biens et aussi des devoirs, des injonctions. Il n'y aurait pas de devoir, il n'y aurait pas d'injonction, il n'y aurait pas de droit, il n'y aurait pas de responsabilité et de justice si on ne répondait pas à un appel ou à une injonction qui était déjà là, avant nous, qui vient de l'autre, et qui nous rappelle à ce que cette situation de dissymétrie dont nous parlions hier, effet de visière, nous sommes regardés, concernés par quelqu'un qui était là avant nous, et dont nous portons en nous le langage et l'héritage. Le patrimoine, si on détermine le fantôme d'abord comme un père, c'est la question du père. Tout le temps, la référence à Hamlet, évidemment, et à l'esprit, I'm your father's spirit, je suis l'esprit de ton père et du roi, pose la question de l'héritage comme patrimoine. Est-ce que tout héritage est l'héritage du nom du père ou non? Évidemment, c'est une question. La question est posée dans le livre par l'insistance autour de cette question de l'esprit comme esprit du père. Et puis, la responsabilité à l'égard du spectre ne nous engage pas seulement à l'égard de qui n'est plus vivant, mais à l'égard de qui n'est pas encore vivant. Et la dimension de l'avenir n'est pas simplement ici opposée à celle du passé. C'est la même chose, je dirais, que de se sentir responsable d'une injonction venue avant nous que d'une injonction venue de devant nous, c'est-à-dire de ceux qui ne sont pas encore là, dont nous pouvons entendre d'avance l'appel. Et entre ces deux dissymétries, le spectre passé, le spectre de demain, le présent est disloqué et il ne peut apparaître comme présent que dans cette dislocation. Autrement dit, le présent lui-même est structuré par l'héritage et par cet appel. Il ne s'agit pas d'effacer ou de suspendre l'autorité du présent, mais de marquer que la condition de la présentation du présent et du présent vivant, c'est cette dislocation, cette asymétrie que le passé et l'avenir, dans leur spectralité même, marquent en nous. Ce qui veut dire, entre autres choses, que le passé et l'avenir ne sont pas des présents modifiés, ne sont pas des présents passés et des présents à venir, mais qu'il faut penser le présent à partir de la spectralité, le passé et l'avenir à partir de la spectralité, et non comme de simples modifications du présent vivant. Bon, ceci renvoie, évidemment, c'est pourquoi je disais hier que cet essai sur Marx prolonge des recherches antérieures sur la question de la temporalisation, sur la question de la trace, sur la question de la répétition, de l'ittérabilité. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas aborder, fût-ce dans leur dimension d'urgence politique, ces questions au titre de Marx sans réveiller toutes les méditations les plus
traditionnels et les plus audacieux sur ce que veut dire présent, ce que veut dire vivant, ce que veut dire la vie. Aujourd'hui, c'est moins que jamais une question spéculative ou abstraite. J'y fais allusion. La question de la propriété, la question du vivant aujourd'hui, nous sont en quelque sorte adressés de nouveau à partir de toutes les technologies de la vie, la génétique, ce qu'on appelle le génie génétique, les thérapies géniques, le problème des greffes d'organes, de mères porteuses, etc. La question de ce que c'est que la vie et de la responsabilité devant la vie et devant la question de la propriété de la vie, ce sont des questions qui communiquent évidemment avec celles de la spectralité. Jacques Derrida, dans votre livre Spectre de Marx, un livre dont il est longuement question, c'est La fin de l'histoire et le dernier homme de Francis Fukuyama, un livre qui a été publié chez Flammarion en 1992, c'est-à-dire l'année même de sa publication originale aux États-Unis. Oui, certains se sont étonnés que j'attache autant d'importance à ce livre, que je lui consacre des pages aussi longues. Je voudrais m'en expliquer. D'abord, je pense qu'il aurait fallu, en vérité, s'y intéresser encore davantage. J'ai l'impression d'aller un peu trop vite, même, bien que je lui ai consacré, en fait, proportionnellement beaucoup de place. Il se trouve que, d'une part, dans le colloque pour lequel j'ai préparé ce texte initialement, référence était faite à Francis Fukuyama, à ce livre de Francis Fukuyama aux États-Unis. Et j'ai voulu répondre à cette allusion. D'autre part, quelle que soit la valeur intrinsèque de ce livre, elle n'est pas nulle, loin de là. Quelle que soit sa valeur intrinsèque, ce qui m'importait, c'était le rôle qu'on lui a fait jouer, très vite. Non seulement aux États-Unis, mais en France, où on l'a, en Europe en général, où on l'a traduit dans les semaines qui ont suivi sa publication, où le propos du livre a été servi par une campagne promotionnelle tout à fait inhabituelle et qui m'a paru très symptomatique de l'usage qu'on voulait nous faire faire de ce livre-là. Et donc j'ai essayé d'analyser à la fois le symptôme et le contenu du livre. Je dirais que, d'une certaine manière, c'est un prétexte que j'ai essayé de traiter honnêtement, mais c'est un prétexte, comme peut-être la référence à Marx elle-même est un prétexte dans mon essai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai essayé d'identifier ce qui, dans la scène politique nationale ou internationale aujourd'hui, paraissait ou bien le plus interdit, Marx, la référence à Marx, ou bien le plus applaudi, Fukuyama. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi le nom de Marx ou la référence marxiste est-elle le lieu de la plus sévère et autoritaire interdiction, la référence maudite d'un côté, et pourquoi de l'autre côté applaudit-on à ce point-là à un essai qui peut-être ne le mérite pas autant. Donc, à partir de là, je me suis approché de cet essai pour voir pourquoi on s'y intéressait tellement et qu'est-ce qu'il voulait dire, et j'ai reconnu, comme beaucoup d'autres, des thèmes qui m'étaient plus que familier, d'où l'effet de inquiétante étrangeté et de hantise aussi, parce que cette thématique de la fin de l'histoire et tout ce qui s'y associe, ce sont des choses, je le dis en commençant, ce sont des choses qui étaient dans l'air et déjà fatiguées il y a 30 ans. Vous dites de ce livre que c'est l'exercice scolaire d'un lecteur jeune, appliqué mais tardif de Kojève. Voilà, il exploite
la lecture de Hegel par Kojève, dont nous connaissons à la fois la valeur et les effets qu'elle a eus sur la scène française, aussi certaines notes de Kojève ajoutées après coup à la première édition de son cours sur Hegel. Et puis il y a aussi une veine alors de léo-straussienne. C'est un élève de la tradition Strauss, Alan Bloom, hein, et on peut reconnaître, c'est assez intéressant de voir comment ces motifs-là, kojèviens d'un côté, straussien, léo-straussien ou bloomien de l'autre, s'associent pour produire ce discours-là, qui, dans sa forme la plus massive, consiste à dire voilà, l'histoire, une certaine histoire est terminée, l'histoire est terminée, dans la mesure où, après l'effondrement des régimes d'inspiration marxiste, le modèle de la démocratie libérale, dans son lien au modèle de l'économie libérale, hein, a triomphé. Il y a encore, naturellement, des choses qui ne vont pas bien, et il les traite avec une négligence qui m'a beaucoup choqué. Il y a des choses qui ne vont pas bien. Il y a bien ce monde musulman qu'il traite aussi entre parenthèses et qui n'accepte pas notre modèle, notre tradition, la démocratie libérale. Et il traite comme une sorte d'accident empirique, hein, tout ce qui ne va pas, et au contraire, le modèle de la démocratie libérale d'inspiration, d'une certaine inspiration hegeliano-chrétienne, lui paraît être arrivé en quelque sorte. Il y a ce langage de l'événement, c'est arrivé, le néo-évangélique, n'est-ce pas, où on dit, voilà la bonne nouvelle. Alors tantôt la bonne nouvelle, c'est l'annonce de cet idéal-là, et il y a simplement une inadéquation fâcheuse qui devra être comblée, hein. Tantôt la bonne nouvelle, c'est l'installation de fait de la domination des sociétés démocratiques occidentales. Alors, tout ça m'a paru mériter une analyse assez serrée, je l'ai tenté, et non pas pour mettre en question le modèle de la démocratie, mais pour marquer que la manière dont il déterminait la démécratie méritait encore quelques questions au nom de la démocratie, à venir, que je pose, que je distingue d'une démocratie future. Et là, c'est le motif, disons, messianique, sur lequel j'insiste beaucoup, non pas du messianisme, mais d'une certaine messianicité qui me paraît indissociable d'une certaine référence à la démocratie. Jacques Derrida, dans Spectre de Marx, vous n'apportez pas que de bonnes nouvelles. Vous nous dites, par exemple, que le monde va mal, qu'il est usé, et qu'on ne se rend pas compte de cette usure. Oui, là, il s'agit encore, dans un salut à Shakespeare, et certaines scènes de Timon d'Athènes, de s'interroger sur l'usure, sur une usure qu'on ne peut pas mesurer d'une certaine manière. Il ne s'agit pas d'une dégradation, d'une décadence, d'une fatigue, mais du défaut où nous sommes de téléologie, de règles de finalisation à partir desquelles nous puissions mesurer la décadence ou le progrès. Hein. L'usure est si grave qu'on ne peut même plus parler de décadence ou de progrès. Donc c'est une mise en question d'une certaine téléologie que je formule là à propos de l'usure. Rien à voir avec une crise, par exemple. Non, en général, le concept de crise suppose que on connaisse la normalité
et la finalité, et puis il y a, comme dans la maladie, une certaine pathologie momentanée qu'on peut réparer ou qu'on espère réparer, mais quiconque parle de crise ou de moment critique prétend au moins savoir quel est l'horizon de la normalité. Et c'est cet horizon qui manque, justement, hein, dans l'espace dont nous parlons. Il n'y a pas d'horizon. C'est pas forcément d'ailleurs une catastrophe. L'absence d'horizon est peut-être, c'est-à-dire d'anticipation déterminante, est peut-être la condition justement de cette justice dont nous parlions. Hein, là où je ne peux me rendre à l'autre, à l'injonction de l'autre, de la singularité de l'autre, que dans la mesure où il y a événements et surprises absolues où je ne peux pas me régler sur une norme d'anticipation. S'il y a de l'avenir, un avenir irréductible, il faut, paradoxalement, que l'horizon téléologique soit ou absent ou indéterminable. Hein. C'est la condition de l'avenir. Donc l'absence de télos, donc de fin d'une certaine manière, c'est la condition de l'historicité et de l'avenir. Je voudrais prendre un prétexte de ceci pour revenir un instant sur ce que je disais tout à l'heure un peu vite du messianique, qui joue un rôle qui m'importe dans cette problématique. Souvent, il m'arrive d'opposer le messianique, que je lis à l'exigence de justice, à la survenue de l'événement comme autre, à l'imprévisible, d'opposer ce messianique au messianisme, c'est-à-dire aux figures reconnues, reconnaissables des religions de livre, hein, dans la mesure où, du moins selon l'interprétation conventionnelle de ces religions, ou dominante de ces religions, dans la mesure où le messianisme nous propose des figures déjà identifiables de qui vient, à ce moment-là, il n'y a plus de messianicité pure. Or, ce qui m'importe ici, dans cette exigence de justice et du rapport à l'autre, c'est l'attente d'un autre qui viendra ou qui ne viendra pas, auquel je dois me montrer hospitalier, et dont l'irruption, justement, doit déchirer le temps, doit interrompre la concaténation courante des moments du temps, et donc un certain type d'historicité. D'une certaine manière, une certaine historicité interdit le messianique, une autre historicité l'exige. Il n'y a pas d'avenir sans cette exigence de la venue de l'autre, comme autre, c'est-à-dire imprévisible, qui m'appelle, qui m'enjoint, à qui je dois ouvrir, d'une certaine manière. Hein. Et cette messianicité n'est pas simplement ce qui, dans l'expérience, nous ouvre à l'autre, comme autre, absolument inanticipable, et hétérogène, et étranger, mais ce qui lie cette hospitalité à l'étranger, justement, à l'idée de justice, à l'arrivée à l'expérience de la justice. De même que la messianicité associe le thème de l'autre et de l'événement, de l'arrivée, de la venue de l'autre, de l'arrivant, au thème de la justice, de même, tout aussi indissociablement, elle se lie à l'idée de révolution. Non pas nécessairement aux images familières des révolutions passées, avec tous les scénarios, tous les théâtres politiques auxquels on l'associe en général, mais simplement la révolution comme interruption, rupture de l'enchaînement habituel du temps. Et sans cette rupture, il n'y aura pas de rapport à l'autre. Par conséquent, la révolution, ça peut être aussi quelque chose d'extrêmement discret, silencieux, qui peut avoir lieu dans la rencontre de l'autre comme autre, à chaque instant. Ça peut être au contraire un bouleversement mondial, et peut-être l'un et l'autre à la fois. Donc ces exigences ou ces attentes sans horizon d'attente de l'autre, du juste, de l'arrivant et de la révolution
forme ce qui, dans la présence du présent, nous oblige à compter avec le spectre.